Il existe des personnes dans ce monde qui réussissent à exceller dans plusieurs domaines à la fois. Dans le domaine du cinéma, on est souvent impressionné par des réalisateurs qui font du touche-à-tout et testent le plus de genres cinématographiques possible. C'est exactement le cas de l'artiste dont on va parler aujourd'hui et qui s'appelle Jacques Thomas, mais qu'on connaît plus sous le nom de Jacques Tourneur. Pour le comprendre, il faut tout d'abord revenir à l'époque où tout a commencé, son enfance. Jacques naît le 12 novembre 1904 à Paris, dans une famille déjà plongée dans l'univers du cinéma, avec sa mère, Fernande Petit, une petite actrice, et son père, Maurice Tourneur, un grand réalisateur qui se lance dans le cinéma quand Jacques est enfant et devint rapidement un maître respecté dans le milieu, encore mieux à cette époque. Jacques déménage lorsqu'il a 10 ans aux États-Unis avec son père, car celui-ci s'y retrouve envoyé pour y réaliser des films par sa société de production, la société Éclair. Jacques y acquiert la nationalité américaine par naturalisation en 1919 et participe à son premier tournage en 1924 en tant que script sur un film de son père, La frontière humaine. Le père et le fils reviennent en France en 1925 à l'avènement du cinéma parlant. Rentré en France, Jacques a maintenant la vingtaine et est impatient de se lancer lui aussi dans une grande carrière. Il est embauché par son père en tant que scénariste et monteur, comme sur le film Les Gaîtés de l'Escadron. Donc, pour répondre à la question Jacques Tourneur est-il un Nepo Baby, qui désigne aujourd'hui un ou une artiste dont le succès de la carrière a été en partie influencé par des parents célèbres, eh bien, la réponse est oui, Papa Tourneur a quand même bien aidé la carrière de son fils à décoller. En 1931, Jacques rencontre sur un tournage de son père une actrice qui fait plus battre son cœur que les autres, Christiane Virido. Ils se marieront 4 ans plus tard, mais malheureusement, Christiane était au départ l'amante de Maurice. Bizarrement, à partir de ces années-là, Maurice et Jacques ne travailleront plus jamais ensemble. Jacques a déjà réalisé son premier long métrage en 1931, Tout ça ne vaut pas l'amour, et vient de terminer son deuxième, Toto. Il réalise 2 films de plus, Pour être aimé et Les filles de la concierge, puis embarque sur un bateau pour les États-Unis et le rêve hollywoodien en 1934, histoire de tenter aussi sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'y réalise que quelques courts-métrages et obtient des petits postes sur des films pas très importants où il n'est pas crédité. Enfin, en 1937, il sort un documentaire sur les prisons, They All Come Out, qui est très bien reçu et lui ouvre la voie sur la réalisation de longs métrages en Amérique. Sa chance est de travailler pour le studio La RKO, où il y travaille comme un mercenaire. Son studio lui impose des genres et des films à but commercial. C'est grâce à ce rôle que Jacques aura l'opportunité de toucher à autant de genres cinématographiques. Il travaille tout d'abord avec le producteur Val Lewton sur 3 films fantastiques, 3 de ses plus grands succès. En 1942, il réalise La Féline, et avec ce film, il commence déjà à se distinguer des autres. Il joue sur l'implicite et la suggestion, l'inquiétude pour susciter l'angoisse. D'ailleurs, il invente un effet, l'effet bus, qui consiste, à la fin d'une scène dans laquelle la tension est montée, à la faire retomber brusquement au moyen de l'apparition d'un élément extérieur, comme un chat qui traverse la pièce ou un bus qui arrive pile au moment où l'angoisse du spectateur est au plus haut. Il réalise ensuite Vaudon et L'homme léopard l'année suivante, où il refuse toujours de montrer de manière frontale la monstruosité de l'horreur et du surnaturel. Il préfère, dans ses films d'épouvante, entretenir une vision implicite qui ravit les cinéphiles. La scène de la piscine dans La Féline est un bon exemple de sa méthode. Jacques installe une forte tension en jouant sur les éclairages et les zones d'ombre, l'instabilité de l'environnement comme l'eau, le reflet de l'eau sur les murs ou la réverbération du son qui enveloppe le spectateur. Toujours mercenaire de son studio, il explore des genres extrêmement variés. Le western avec Un jeu risqué, Le passage du canyon, Le gaucho, Stars in my crown et L'or et l'amour. Les films d'aventure comme La flèche et le flambeau, La flibustière des Antilles et Les révoltés de la Claire-Louise, ou bien même les films noirs dont La griffe du passé, L'enquête est close, La cible parfaite et Poursuite dans la nuit. Même si ces films ont été imposés à Tourneur, celui-ci a réussi à faire parler sa créativité. Ces films dépassent par leur originalité et leur subtilité les limites du genre. Son cinéma reste toujours basé sur la suggestion et l'interrogation.
Irina se transforme-t-elle vraiment en animal sauvage dans la féline? Les zombies dans Vaudou sont-ils vraiment des morts qui marchent? Et la médecine du sorcier Umgar est-elle plus efficace que celle des Blancs? Jacques retourne en France en 1966 et s'installe en Dordogne, mais malheureusement, ses derniers projets ne suscitent l'intérêt d'aucun producteur français. Jacques finira sa vie avec sa femme, Christiane, et s'éteindra le 19 décembre 1977. Le succès de n'importe qui au cinéma, n'importe quoi, sera directement basé sur votre amour du cinéma. N'importe qui a un amour brûlant, que ce soit un acteur, metteur en scène, écrivain, un amour brûlant pour le cinéma, une grande nécessité, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'arrêter, c'est impossible, il arrivera.